bienvenue. On est ravis de vous voir avec nous ce soir pour un événement spécial qui s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire du CERC. Alors, CERC, c'est quoi? Centre international de recherche sur le cancer. IARC en anglais, International Agency for Research on Cancer. C'est un sujet très important. Depuis 2 jours, ici, dans cette salle, on a discuté. Il y avait beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges scientifiques. Et c'est vraiment un plaisir maintenant de transformer, si vous voulez, cette conférence pour un grand public, pour vous. On a une table ronde très intéressante après. C'est le sujet fake news versus vérité scientifique. On a des experts pour parler de ça avec nous. C'est un sujet très important pour nos scientifiques, bien sûr. Comment on peut communiquer quelque chose de scientifique? C'est vrai, fake news, c'est vraiment 2 mots qu'on ne peut pas échapper aujourd'hui. 2026, la communication, c'est ça. On est inondé avec d'informations, beaucoup de fausses informations. Fake news, c'est vraiment, malheureusement, dans notre vie quotidienne maintenant. Comme je dis, c'est le 3e jour de notre conférence. Et juste pour dire que voilà, je m'appelle Seamus, je suis votre modérateur pour ce débat. Je suis journaliste, donc c'est vraiment un sujet que je tiens au cœur. Je suis aussi conférencier et je suis enseignant en journalisme et en communication. Donc c'est vraiment un grand sujet pour nous en 2026. Alors, ce n'est pas fake news de dire que je ne suis pas français. Je pense que vous avez bien entendu un petit accent, je pense. N'est-ce pas? Si, un petit peu quand même. Alors, juste pour expliquer, je suis néo-zélandais et je suis moitié irlandais. Ça fait déjà presque 25 ans que j'habite à Lyon et 30 ans que j'habite en France. Alors, pour commencer, avant la table ronde, j'aimerais bien poser des questions à vous pour connaître vous, en fait, notre public. On a quelque chose qui s'appelle WooClap. WooClap, c'est un app. Donc, si vous avez un smartphone, un téléphone, iPhone, on va faire un test d'abord. Parce que pendant la table ronde, on peut poser des questions. On peut poser des questions si vous voulez poser quelque chose à notre panel. Alors, on va montrer maintenant un QR code avec un code pour connecter à l'app. Donc, j'espère qu'on va voir ça. Très beau la photo, n'est-ce pas? Fake news versus vérité scientifique. Et ce n'est pas l'IA, hein, c'est bien moi. Je pense que c'est bien moi. Alors, est-ce qu'on peut montrer déjà le QR code, s'il vous plaît? On va faire quelques petits... Ah, si, c'est là. Super. Alors, WooClap, vous pouvez flasher le code et on va poser 3 questions. On va poser 3 questions. Très vite, juste pour faire un test. On attend 2 participants. Alors, c'est très simple, nos questions, parce qu'on dit toujours que c'est très bien de savoir qui est devant nous. Avant qu'on parle avec vous, il faut connaître notre public. Alors, parmi les catégories suivantes, laquelle correspond le mieux à votre situation professionnelle? Étudiant, salarié, cadre, cadre supérieur, retraité, fonctionnaire agent public, en recherche d'emploi, sans activité professionnelle. Est-ce qu'on a des réponses déjà? On a 25 secondes, voilà. Ah, ça ne marche pas? Ah ben, en fait, on a encore 15 secondes. Donc peut-être ça s'affiche, les résultats, dès qu'on a les résultats. Ah, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un de l'AIA qui dit, et c'est marqué un peu de patience, il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Bien. Alors donc, on va revoir ça après. C'est bien, c'est en direct, c'est comme à la télévision. Donc, on va essayer de voir si ça marche. Quelle est votre tranche d'âge? Ah, ça marche. Ça marche. Moins de 18 ans, 18 à 25, 25, 34, plus de 64 ans,
Je ne donne pas mon âge, hein. Ça, c'est pas dans le jeu. Alors, 22% entre 18 et 25, 23%. C'est intéressant hein, pour nos panélistes de savoir qui est devant eux. 25% entre 50 et 64 ans. Parfait. Et donc, on a loupé la première question, c'est ça? On n'a pas de résultat pour la première question. Mais on peut imaginer que c'est très divers. Parfait. Donc, 25% entre 50 et 64 ans. Parfait. On a encore 5 secondes. Et en troisième question, selon vous, qu'est-ce qu'une fake news? Est-ce que vous avez une définition? Un mot, une phrase? A. Trump, une mauvaise information. Une fausse information. CNews. Vite. Oh là, c'est très difficile à lire parce que c'est un word cloud. Donc en fait, vous voyez, partager, propagande, divulguer. Ah, c'est très difficile à lire. Hein. Mais en gros, le mot le plus important, donc information en milieu, fausse information, et le plus important, désinformation. On va regarder un petit peu après nos définitions, après nous. Manipulation, je vois aussi. Donc, très bien. Donc, maintenant, on sait que ça marche très bien, WooClap. Et donc, n'hésitez pas à garder l'app ouverte parce qu'on va utiliser ça après la table ronde. Quelques questions de vous après la table ronde. Alors, avant de commencer, peut-être juste quelques remarques de bienvenue, un peu de contexte peut-être pour notre débat. Je vous demande d'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît, pour la directrice du SEC, Dr. Elisabeth Weidepass. Merci beaucoup. Merci. Madame la vice-présidente déléguée au lycée, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Monsieur le maire de Lyon, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers collègues et amis. Cette conférence marque un moment particulier pour le Centre international de recherche sur le cancer, puisqu'elle vient clore une année importante, celle de la célébration de ses 60 ans. À cette occasion, je tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de cette année d'anniversaire, nos équipes, nos partenaires institutionnels, scientifiques et culturels, ainsi que l'ensemble des acteurs engagés à nos côtés. Je souhaite également remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes pour son engagement aux côtés du cirque et pour son soutien essentiel à cette conférence grand public qui illustre l'importance du dialogue entre la science et la société. Mais au-delà de cette étape symbolique, cette conférence ouvre surtout une nouvelle dynamique, celle d'un dialogue renforcé avec le grand public. Tout au long de l'année, le cirque s'est engagé dans plus d'une centaine d'événements afin de mieux faire connaître ses missions et ses travaux de recherche. Les thèmes qui nous réunissent aujourd'hui, fake news versus vérité scientifique, est au cœur des enjeux de notre époque. Il nous invite à interroger notre rapport à l'information, comment elle est produite, comment elle est diffusée et surtout comment elle est comprise ou parfois détournée. Car nous sommes toutes et tous concernés. Chaque jour, nous sommes exposés à une multitude d'informations, notamment sur les réseaux sociaux où coexistent données scientifiques solides, interprétations approximatives et désinformation. Parler de vérité scientifique nécessite toutefois une certaine nuance. La science ne délivre pas de vérité figée. Elle progresse, elle s'affine, elle se corrige à la lumière de nouvelles données. Elle repose sur des méthodes rigoureuses, sur l'accumulation des preuves et sur la confrontation des idées. C'est précisément cette capacité à se remettre en question qui fait sa force, mais aussi ce que peut rendre son message
plus complexes à expliquer et plus difficiles à transmettre au-delà de cercles spécialisés. Dans ces contextes, les fake news circulent rapidement. Elles simplifient à l'essai, elles déforment les résultats ou utilisent les données scientifiques de manière inappropriée. La question est donc simple, mais essentielle. Comment faire en sorte que l'information scientifique soit correctement comprise et utilisée? Depuis mon arrivée au cirque, j'attache une grande importance à la transparence de notre recherche. La plupart de nos publications sont en libre accès, mais cela ne suffit pas. Notre responsabilité ne s'arrête pas à produire des connaissances fiables. Elle consiste également à les expliquer, à les rendre accessibles et à prévenir leur mauvaise interprétation. C'est tout l'enjeu de la communication scientifique aujourd'hui. Rendre l'information compréhensible sans la simplifier à l'essai, accessible sans la dénaturer et surtout renforcer la confiance du public dans la science. Ces questions seront au cœur de nos échanges aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une conférence stimulante et enrichissante. Merci beaucoup. Dr. Elisabeth Weiderpass, merci beaucoup pour vos remarques de bienvenue. Merci. J'appelle maintenant le maire de Lyon, Grégory Doucet, de me rejoindre sur scène pour quelques remarques aussi de bienvenue. Bien sûr, la conférence bien à Lyon, la belle ville de Lyon. Merci beaucoup. Merci Céleste. Madame la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame la directrice du cirque, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, bienvenue déjà à la Halle Tony-Garnier, dans cette ville de Lyon qui accueille le cirque depuis 60 ans, et c'est une fierté. Merci, chère Elisabeth Weiderpass, pour votre invitation, et merci au cirque d'ouvrir ainsi la célébration de ces 60 ans au plus grand nombre, à celles et ceux pour qui vous travaillez jour après jour. Lyon est une terre de santé publique depuis plus d'un siècle. De figures lyonnaises suffisent à le rappeler. C'est ici à Lyon que mon prédécesseur, Justin Godard, a fondé en 1918 la Ligue contre le cancer, puis en 1935 l'Union internationale contre le cancer, l'UICC, qui se trouve aujourd'hui parmi les partenaires de votre conférence. C'est ici aussi, en 1965, qu'un autre de mes prédécesseurs, Louis Pradel, a accueilli le cirque, faisant de Lyon son siège mondial. Nous portons à Lyon depuis plus de 100 ans une même exigence, la science au service de la santé publique et la santé publique comme affaire de la cité. Alors vous vous demandez peut-être qu'a donc à dire un maire sur les fake news et les vérités scientifiques ? Je ne suis ni scientifique ni médecin. Je parle ici comme maire en proximité avec les habitantes et les habitants, là où chaque jour, la confiance dans les institutions se renforce ou s'effrite. Car la santé ne se joue pas seulement à l'hôpital ou au ministère, elle se joue au quotidien, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos espaces publics. Et c'est précisément là que je voudrais m'arrêter ce soir, sur la place que la science occupe dans la responsabilité politique. Ma conviction est simple, la décision politique se fonde sur la science, pas sur un soi-disant bon sens, pas sur les préjugés, et encore moins sur les contre-vérités. La crise du Covid nous l'a rappelé, chaque arbitrage politique, ouvrir une école ou un lieu culturel ou les fermer, soutenir la vaccination, rouvrir les espaces publics, reposait sur des données scientifiques mises à jour, parfois corrigées, toujours discutées. La même logique vaut pour la prévention des cancers. L'OMS et le cirque nous le rappellent, de 30 à 50% des cancers sont évitables. Évitables. Ce mot à lui seul doit tout changer pour une politique municipale. Car les leviers sont concrets et très locaux. La qualité de l'air, la qualité de l'eau,
l'alimentation, la nature en ville, la végétalisation, l'activité physique et les mobilités actives, la marche, le vélo, le sport accessible à toutes et à tous. Quand nous construisons une ville plus marchable, plus cyclable, plus végétale, nous ne faisons pas seulement un choix urbanistique ou dogmatique, comme le caricaturent certains, nous luttons aussi concrètement contre le cancer et nous préservons concrètement la santé de nos concitoyens. C'est ce que nous appelons l'approche One Health, la santé humaine, animale et environnementale, pensée ensemble au bénéfice de tous et de toutes. Et toutes ces politiques s'appuient sur des données probantes, parfois contre-intuitives, mais sans cette exigence scientifique, l'action publique dérive vite vers l'opinion, l'air du temps, et parfois même vers les préjugés. C'est précisément ce que les fausses informations en santé viennent attaquer. Les fake news tuent réellement par des retards de diagnostic, des abandons de traitement, le recul vaccinal, l'errance thérapeutique. Nous en mesurons chaque jour les conséquences dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, au sein des villes, dans les familles. Mais elles abîment aussi notre débat démocratique. Elles substituent l'émotion au fait. Elles fragilisent la confiance dans les institutions. Elles polarisent la société. Et au bout du compte, elles abîment notre contrat social. Le combat contre la désinformation n'est donc pas une affaire de spécialistes, c'est une question de santé publique et c'est une question de démocratie. La meilleure réponse aux fake news, ce n'est pas le silence, c'est une parole scientifique audible, partagée et collectivement défendue. Mesdames et messieurs, Lyon prendra toute sa part dans ce combat. Et merci au cirque d'y contribuer ce soir et surtout, belle soirée à toutes et à tous. Grégory Doucet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bien sûr, si on est dans la ville de Lyon, bien sûr, on est dans une région qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'appelle maintenant, je vous demande d'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît, Catherine Staron de la région vice-présidente déléguée au lycée, à l'enseignement supérieur et à la recherche et à l'innovation, si je ne me trompe pas, Catherine. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir, à nouveau, particulièrement sur cette conférence qui a une thématique qui résonne forcément, particulièrement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une collectivité qui soutient à la fois les actions de prévention, les actions de lutte contre le cancer, mais qui est aussi particulièrement engagée contre la désinformation, et c'est la raison pour laquelle le soutien a été évidemment acquis sur cette conférence. Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'intervenir de nombreuses fois à l'occasion de cette année de célébration des 60 ans du cirque et de mettre en lumière justement l'importance de la coopération internationale, de la recherche et de la prévention pour justement mieux lutter contre le cancer. Et je voudrais saluer bien évidemment l'engagement de l'ensemble des personnels scientifiques dont nous bénéficions aujourd'hui, qui permet d'avoir une recherche d'excellence avec de nombreuses connaissances qui sont des connaissances crédibles, qui sont des connaissances fiables, sur lesquelles, bien évidemment, nous pouvons nous appuyer. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de place à la controverse, bien évidemment, au contraire, elle est parfois nécessaire. Par contre, c'est vrai que nous croyons à un constat clair aujourd'hui dans cette région, c'est que nous avons vraiment un manque de culture scientifique au sein, bien évidemment, de la population en général et que cela pèse vraiment dans le débat public au quotidien. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment à cœur de mettre les faits scientifiques au cœur du débat public et de lutter contre la désinformation. C'est un sujet, en tout cas majeur, sur lequel nous sommes particulièrement impliqués. Et nous le faisons en étant chef de file de l'animation et du financement de la culture scientifique à l'échelle de la région. Chaque année, on a 12 centres de culture scientifique et technique et industrielle et nous les accompagnons. C'est un budget relativement significatif pour que justement tous ces acteurs puissent bien évidemment agir et éclairer chacun des concitoyens sur ces grands enjeux scientifiques et notamment en matière de santé.
Et je crois qu'à cette époque où justement les contre-vérités existent et se diffusent à la vitesse de la lumière à travers les réseaux sociaux, nous savons qu'il est vraiment, nous devons être fermes justement sur cette vérité scientifique, mais aussi mener des actions concrètes en faveur des jeunes. Il y a une action sur laquelle je voudrais insister un peu particulièrement, parce qu'on en est extrêmement fiers dans cette région, c'est celle de la sensibilisation à la vaccination du papillomavirus, puisque depuis 2022, nous avons touché pas moins de 20 000 lycéens, donc avec des ateliers qui sont organisés à travers un bus itinérant qui traverse bien évidemment toute cette région, aussi bien les maisons familiales, rurales et les lycées. C'est 110 étapes, 96 établissements déjà sur les 304 que compte notre région qui ont été touchés, et plus de 20 000 jeunes, bien évidemment, qui ont été concernés. Et on sait que le temps est un facteur essentiel, en tout cas, dans la prévention de la lutte contre, justement, cette maladie. Et je voudrais rappeler aussi que c'est grâce, chère Elisabeth, aux résultats, effectivement, qui sont portés ici par le cirque, que nous pouvons justement éclairer le monde sur ces résultats, même s'il y a encore du chemin à faire, et on sait qu'on a des pays qui sont sur ce sujet plus en avance. On sait particulièrement, notamment sur ce thème, que les vaccins sont essentiels. On a un peu de recul maintenant, depuis 10 ans. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous intéressez à tous ces sujets, à une belle exposition qui démarrera à la Rotonde à Saint-Étienne sur le vaccin, sur l'histoire du vaccin. Donc, c'est un des centres de culture scientifique qui aussi irrigue particulièrement notre territoire. Voilà, donc je ne serai pas plus longue. La table ronde portera sur ce combat sur la désinformation, sur lequel, bien évidemment, nous sommes très engagés. Nous avons besoin de toutes et tous. Alors, un grand merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle conférence et je voudrais, avant de terminer, féliciter encore une fois le cirque, Elisabeth et toute son équipe pour cette magnifique année qu'ils nous ont fait vivre et qu'on a été bien évidemment fiers de soutenir et d'être bien évidemment à leur côté. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée. Catherine Staran, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va commencer notre discussion. Donc, j'appelle en scène notre panéliste. On va commencer avec Julia Giry, qui est docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'Université du Tours. Bienvenue, Julia. Aussi avec nous, Ala Young, directeur conseil Forward Global, lobbyiste. La gestion des risques en entreprise, Ala Young aussi, merci beaucoup, bienvenue. Avec nous aussi aujourd'hui, on a Raymond Lemoigne, directeur général des hospices civils de Lyon, avec nous aussi. Donc, merci beaucoup, bienvenue Raymond. Merci beaucoup. On a aussi Dr Clément Lazarus, conseiller du directeur général de la santé, sécurité sanitaire internationale et santé mondiale. Bienvenue, merci beaucoup. Et avec nous aussi de l'agence France Presse, on a Julie Chapontras, rédactrice en chef Investigation numérique de l'AFP, Agence France Presse. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain? Fake news versus vérité scientifique. Comment est-ce que nous pouvons être mieux informés? C'est ça la question. Comment est-ce que nous recevons l'information? Et comment est-ce que nous la partageons? Pour moi, c'est la question clé. Ici, on a fake news peut-être. C'est un petit peu comme une bataille. Ici, c'est fake news. Et c'est quoi pour moi? La rapidité, souvent. Des messages simples. En 2026, la communication, c'est ça. Réseaux sociaux. Très vite, la rapidité. L'émotion, beaucoup d'émotions. Le storytelling. On veut raconter une histoire, souvent. C'est construit très vite, souvent, le message. Peut-être pas beaucoup de temps de vérifier l'information. Et l'autre côté, on peut dire ça peut-être, c'est la communication scientifique. Ici. Alors, c'est quoi? C'est très factuel, une approche sobre, souvent, peu d'émotions. Alors, on avait beaucoup d'émotions pendant 3 jours avec nos scientifiques ici, mais en général, c'est complexe.
C'est un processus long pour la recherche. Il y a des incertitudes. On a beaucoup de vérifications normalement. Il y a beaucoup d'évolution d'informations. Donc, quelque chose qui est vrai cette semaine, la semaine prochaine, peut-être ça peut changer. On a les deux côtés. Alors, comment on peut analyser ça, notre panel? J'aimerais bien peut-être commencer avec une question avec Julia, notre académique, parce qu'il faut avoir une définition. Alors, c'est vrai que moi, j'ai deux mots en tête. Mes informations, et pour moi, comme journaliste, c'est une fausse information non intentionnelle. Désinformation, une fausse information intentionnelle, la manipulation. On parle aussi, Julia, de malinformation. Donc, c'est quelque chose qui est vrai, mais on n'a pas de contexte. Par exemple, quelque chose sur les tomates en Afrique, c'est vrai en Afrique, mais on ne peut pas parler de ça en Europe parce que l'étude peut-être était en Afrique. Julia, une définition. Pour vous, c'est quoi fake news? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de m'avoir invité ici. Peut-être reprendre les choses un peu différemment, si vous le permettez, en reprenant peut-être le terme le plus ancien, qui est celui de désinformation. Le terme de désinformation, historiquement, c'est celui qu'on retrouve dès les années 1920-1925, qui vient du russe désinformatia. Il désigne, historiquement, des informations fausses, partielles, parcellaires, orientées, manipulées par les autorités politiques et les autorités dominantes. C'est des informations, des désinformations qui empruntent les mêmes canaux que l'information. Alors on voit qu'aujourd'hui, c'est plus du tout cette définition-là qu'on retient. C'est davantage une définition qui serait beaucoup plus large de la manipulation de l'information. Et de ce point de vue-là, la désinformation, comme on l'entend aujourd'hui, elle se rapproche davantage du terme fake news, qui lui-même aussi est l'objet, historiquement, d'un point de vue socio-historique, je vais utiliser un grand mot, d'un glissement transgénérique. Ça veut dire qu'il a changé de sens. Dans les années 70, dans la recherche notamment américaine en anthropologie, mais surtout en folklore, le terme fake news, il est utilisé simplement pour désigner des sortes de blagues. Il devient ensuite un peu ce terme-là dans les années 80-90, notamment aux États-Unis, à la fois pour la presse écrite, où on parle de vraies fausses informations, c'est-à-dire des informations fausses, mais présentées comme vraies au public, tout en sachant que le public sait que cette information est fausse. C'est peut-être un petit peu compliqué que je donne deux exemples. Ce sont des journaux satiriques comme The Onion, et c'est un show télévisé très populaire comme The Tonight Show with Jon Stewart, par exemple. Et c'est vraiment au tournant des années 2000, le mi-temps des années 2000 plus exactement, avec l'avènement de Trump, du Brexit, l'élection de Bolsonaro, etc., que le terme fake news est devenu une sorte de fausse nouvelle au sens où, comme vous l'avez dit, il y a une intentionnalité de tromper. Et c'est là où les fake news se distinguent historiquement de la désinformation, c'est que les fake news viennent essentiellement d'acteurs qui sont situés à l'extérieur du champ du pouvoir et qui sont donc l'objet, comme on va sans doute en parler plus tard, de contre-discours et de contre-mesures. Donc on est vraiment sur ces questions-là. Et je reviens pour terminer rapidement à la question de la malinformation. Comme vous le disiez, c'est quelque chose qui est vrai, mais dont l'utilisation peut être, malveillante, malhonnête, décontextualisée ou à des fins stratégiques. On est vraiment dans des concepts dont on voit qu'ils sont quelque part, j'allais dire, intrinsèquement liés entre eux, qu'il y a des zones grises entre tous ces concepts, sachant que par là, je vais très vite, puisque si on interrogeait les chercheurs en sciences sociales et humaines sur le nombre de définitions, la fake newsologie, on s'est appris de plusieurs centaines, voire milliers de définitions concurrentes et qui ne sont pas tout à fait exemptes d'enjeux programmatiques également. Et je m'arrête là. Et c'est vrai que fake news, on utilise aussi comme une critique aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une fausse information, on utilise comme étiquette. Je ne suis pas d'accord avec vous, donc c'est fake news. Je n'ai pas oublié, parce qu'on va inviter maintenant Dr. Elisabeth Weidepaas de nous joindre pour ce panel-ci, qui représente le monde scientifique. Bienvenue aussi, Elisabeth. Et c'est vrai, Julia, donc l'étiquette fake news selon le pays, parce qu'en Europe, peut-être pas, mais aux États-Unis, dans d'autres pays, fake news, c'est une étiquette, c'est pour rejeter une idée, peut-être aussi. Oui, tout à fait, pour compléter un mot, quel que soit l'usage qu'on en fait, effectivement, le terme fake news, au même titre par exemple que celui de propagande, dont on pourrait parler également, est aussi porteur d'une sorte d'étiquette de disqualification.
celui qui parle, celui qui est qualifié de fake news, n'a plus le droit de citer dans le débat public. Il sort quelque part du champ de ce qui est dissible et acceptable, et c'est là où il faut faire, mais au même titre que d'autres termes comme la théorie du complot, l'antisémitisme, etc., où il faut faire très attention à la manière dont on utilise ces mots, dans le sens où ils sont aussi en porteurs d'enjeux de disqualification extrêmement forts, et il ne faudrait pas tomber dans une tentation un peu facile et quelque part dangereuse de qualifier ou de disqualifier de l'un ou l'autre des épithètes qu'on vient de citer, toute opinion qui serait dissidente, qui serait quelque part marginale, déviante au sens du sociologue Howard Baker, c'est-à-dire qui s'écarte de la norme, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part quand je dis ça. Donc attention aussi aux effets d'étiquetage, sachant que, vous vous rappelez, peut-être conclure là-dessus, dans l'immense majorité des pays en Europe et dans le monde, il n'y a pas de définition légale de la désinformation ou des fake news. Elle relève bien souvent de l'opinion. Alors en France, évidemment, c'est peut-être un mauvais exemple, il y a une définition, mais d'autres pays qui ont une définition des fake news, c'est par exemple la Turquie, la Russie, la Chine, voire la République tchèque qui place la désinformation et les fake news sur le même plan que le terrorisme. Donc ça pose aussi des questions qui sont importantes d'un point de vue, on en parlera peut-être plus tard, de la transformation de ces mots, de ces programmatiques, de ces thématiques en politique publique. OK, Julien, merci beaucoup. Peut-être une question pour Julie, parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. J'aimerais bien savoir un peu plus ce que vous faites chez AFP. Et c'est aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les grandes tendances actuellement quand on parle de la désinfo en santé, en particulier, Julie? Peut-être un micro, oui, voilà, merci beaucoup. Bonsoir, merci pour cette question. Donc juste pour expliquer, donc moi ce que je fais à l'AFP, je suis journaliste depuis 20 ans à l'AFP. Nous, ce qu'on fait dans le service que je dirige, c'est ce qu'on appelle du fact-checking. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous êtes familiers avec le terme, mais pas forcément. Donc c'est des articles spécifiques et des vidéos de vérification d'infox. On n'utilise pas du tout le mot fake news, justement pour les raisons précédemment mentionnées. En tant que journaliste, on sait à quel point ça sert à disqualifier du journalisme pourtant de qualité parfois. C'est complètement interdit de dire fake news. Alors, le terme fake news à l'AFP, c'est dans notre Bible, notre manuel de l'agencier. Le terme n'a pas à être employé hors citation. Dans les dépêches traditionnelles de l'AFP, pas non plus dans les articles spécifiques de fact-checking qui sont faits par les journalistes de mon service. Le mot ne peut être utilisé que donc s'il a été utilisé en tant que citation. C'est pour ça qu'on va utiliser ce néologisme d'infox qui est pratique, puisque des informations en français, en plus, c'est pas dénombrable, donc on ne peut pas dire une désinformation, donc on dit une infox, une allégation, voilà. Comme disait Julien Giry, les termes sont tellement chargés qu'on fait extrêmement attention, justement pour ne pas être arbitre de la vérité, pour pas labelliser de façon condescendante, etc. Donc on fait très très attention aux termes qu'on emploie. Pour répondre plus directement à votre question sur ce qu'on voit, il faut déjà savoir, ça ne surprendra personne ici, que sur la masse énorme de désinformation qui peut circuler, et notamment sur les réseaux sociaux, la santé est, ce que j'allais dire avec un peu de cynisme, une valeur sûre. C'est-à-dire que si vous avez envie d'attirer des clics, des réactions, des partages, parler de la santé, vous allez attirer beaucoup de gens. Ça joue sur l'anxiété, ça joue sur le bien-être, ça joue sur plein de choses. Donc c'est vraiment vous avez un feu roulant de désinformation sur la santé un peu permanent. Donc les classiques, les faux remèdes, ça marche toujours bien. Pareil, pas de condescendance là-dessus. Donc effectivement, les faux remèdes, par exemple le citron et le sel qui étaient présentés comme un remède pendant le Covid, ne rions pas, c'est pas seulement dans des coins reculés de la planète, et c'est déjà un énorme problème. Tout le monde a voulu y croire au début du Covid que certaines choses pouvaient guérir. Donc les faux remèdes, c'est quelque chose de très classique. Ça a été mentionné tout à l'heure, hein, ça fait potentiellement, mais c'est très difficile à mesurer, courir le risque de renoncer à des vrais traitements. Donc ça, c'est un grand classique. Après, on a aussi les moyens pour faire passer ces infox différentes. Vous avez les faux experts, c'est-à-dire vous pouvez avoir, ça on l'a vu beaucoup pendant le Covid, n'importe qui ou un médecin non spécialiste du sujet qui s'improvisait expert. Et là, on a vraiment la limitation de l'argument d'autorité qui marche très bien. On a aussi des experts maintenant, alors dernièrement créés par IA. Donc vous avez quelqu'un qui a l'air tout à fait vrai, une petite vidéo TikTok, un gars en blouse blanche avec un stéthoscope qui raconte absolument n'importe quoi. Et effectivement, dans le flot de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça peut marcher.
Grand classique aussi, ça a été mentionné tout à l'heure, je crois, et ça on l'a beaucoup vu pendant le Covid, c'est soit la production de sciences de très mauvaise qualité ou de pas sciences du tout, c'est-à-dire, et là c'est vraiment un point de vigilance pour le grand public, une étude, voilà, vous savez, les grands titres parfois de la presse, selon une étude, il faudrait manger du chocolat tous les jours pour vivre centenaire. Bon, quand on voit des titres comme ça, déjà on se méfie. Donc ça, voilà, c'est pas parce que ça s'appelle une étude que c'est quelque chose de scientifiquement robuste. Et ça a été mentionné, voilà, la science ne fonctionne pas comme ça, avec une étude qui dit définitivement quelque chose sur un sujet. Et beaucoup, ça a été fait. On le voit ressurgir là avec l'antivirus. C'est des études robustes, qui peuvent avoir été faites sérieusement selon les règles rigoureuses de la science, mais qui sont trahies. C'est-à-dire dont les conclusions sont déformées. Et comme la formation scientifique du grand public et des journalistes d'ailleurs souvent défaillante, est-ce que vous avez le temps, l'envie, les capacités de lire une étude scientifique extrêmement complexe, généralement rédigée en anglais en plus? Non, vous allez faire confiance éventuellement à quelqu'un qui va vous la résumer. Et il est arrivé régulièrement que les conclusions soient trahies. Donc là, on appelle les auteurs, ils disent mais c'est pas du tout ce qu'on a écrit. Donc on a des classiques que les plus familiers avec la science d'entre vous connaissent, confondre corrélation et causalité par exemple, énorme classique. Voilà, dire par exemple que les personnes vaccinées contre le Covid ont plus de cancer. Sauf que si effectivement l'assiette des gens étudiés, c'était les gens vaccinés, ils étaient en moyenne par exemple plus vieux, avec des comorbidités plus importantes, donc forcément ça biaise complètement la conclusion. C'est des choses finalement très très simples pour véhiculer des infox. Voilà, je pourrais être encore plus longue, mais je vais vous faire grâce de la suite. Voilà, c'est très varié et c'est très protéiforme. Donc là sur l'antivirus, juste on a la même chose immédiatement là dans les premiers temps, les mêmes théories, les mêmes infox recyclées que celles qu'on a vues au moment du Covid. Tout simplement, tout était déjà prêt, donc voilà. Et ça prend beaucoup de temps, c'est difficile à vérifier l'information parce que maintenant on a même fact-checking en direct. Tout de suite après un discours, on a une équipe à la télévision qui fact-check en direct. Donc ça prend beaucoup de temps, normalement. Alors, le fact-check en direct, nous, à l'AFP, c'était un peu... Alors, nous, on n'est pas une chaîne de télé, on fonctionne de toute façon dans un timing différent, mais ça, on évite parce qu'il y a des grosses sources d'erreurs. Et rien de pire qu'un fact-check qui se trompe, quand même. Déjà, la presse puisse se tromper, c'est déjà embêtant, même si c'est malheureusement inévitable. Mais alors, dans le fact-checking, c'est quand même se tirer une énorme balle dans le pied, donc on est extrêmement précautionneux. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps de vérifier, le journalisme en général prend du temps, des ressources humaines, le fact-checking aussi. Et de toute façon, c'est totalement asymétrique puisque vérifier, recontextualiser, appeler des experts, lire l'étude soi-même et se la faire expliquer par les experts, oui, ça prend beaucoup plus de temps que de rédiger un tweet ou même aujourd'hui de créer une fausse vidéo par IA sur TikTok. Ça, c'est sûr. Donc, moi, quand j'ai écrit beaucoup sur le Covid pendant la pandémie, oui, j'ai pu mettre 12 jours à rédiger un article de fact-check, et notamment, et on s'en souvient tous aussi, ça a été mentionné, parce qu'à l'époque, et c'est vrai pour la science en général, c'est particulièrement complexe, c'est particulièrement technique, donc il y a beaucoup de concepts à se faire expliquer. Il faut expliquer aussi dans l'article comment fonctionne la science, et il faut expliquer que la science n'est pas définitive, mais que pour autant, à l'instant T, il y a des choses quand même qui peuvent être scientifiquement inexactes. Et tout ça, c'est beaucoup de nuances, beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie à imprimer pour que le public puisse être éclairé. Ok, donc on corrige, on clarifie, peut-être en direct aussi. Contextualise. C'est ça. Et à la source de l'information, Elisabeth Weidepass, la source de l'information, c'est souvent les scientifiques. Ils doivent de plus en plus s'exprimer dans les médias, avec Julie, j'imagine, ou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien prêt pour ça, pour rendre nos sujets scientifiques parfois très complexes, c'est vrai? Comment on peut être compréhensible pour tous? Et peut-être c'est ça aussi une question clé. Oui, absolument, et merci Julie, c'était très intéressant de vous entendre. Je crois qu'il faut simplifier
sans déformer. Et ce que c'est très difficile, en fait, et ça, les plus courts et les plus succincts, les plus difficiles à écrire quelquefois. Simplifier sans déformer, la première chose. Contextualiser, comme Julie a dit, c'est essentiel. Un article scientifique peut être interprété de différentes façons. Il faut toujours expliquer très clairement quel est le contexte. Et hiérarchiser les informations. Ce n'est pas toutes les études scientifiques ou toutes les informations qui ont les mêmes poids. Il y a des études scientifiques qui sont plus simples, plus modestes, avec une méthodologie plus fragile que d'autres. Et il faut être capable de transférer aussi ces concepts au public. Lorsque nous travaillons au cirque, nous avons un très grand souci de communiquer clairement. Nous investissons beaucoup de ressources humaines sur ça. Nous accompagnons chaque étude que nous publions avec des documents pour les grands publics, mais aussi spécialisés pour les journalistes, pour les pouvoirs publics et pour d'autres groupes qui nous demandent d'interpréter avec eux nos informations. On travaille aussi beaucoup avec des supports visuels et pédagogiques. Par exemple, nous avons une base de données, c'est le Globocan, c'est l'Observatoire mondial du cancer, où nous avons toutes les statistiques du cancer. Ce que nous avons développé, c'est un outil informatique que chaque personne peut utiliser les données pour les comprendre mieux. Et ça, c'est en fait très utilisé par les profs universitaires, mais aussi par des étudiants, par des professionnels de santé et par les publics en général. Alors, c'est adapter l'information pour son public d'une forme balancée, mûre et succincte. OK, et en fait, nos scientifiques aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr qu'on est prêt d'exprimer? Parce que de plus en plus, on parle devant un public. Ce n'est pas qu'en antenne, on parle en public. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être préparé pour ça? Oui, je crois que de plus en plus, les scientifiques ont cette obligation de communication. Et c'est un vrai enjeu parce que, par exemple, moi, je suis médecin, je suis traîné pour discuter avec les patients, mais pas nécessairement avec le grand public. Les étudiants, maintenant, qui entrent dans les facultés de médecine ou d'autres sciences de la vie, ils sont beaucoup plus éduqués pour parler en public, pour exprimer ses idées clairement, etc. Nous faisons, chez nous, au cirque, nous faisons un effort avec nos jeunes étudiants et nos jeunes chercheurs de les offrir la possibilité d'apprendre comment communiquer avec de différents moyens de communication, télévision, radio, etc., pour les aider à passer, quand ils deviennent un chercheur professionnel à temps complet, pour qu'ils puissent le faire. OK, super, merci. C'est vrai qu'aussi, il y a cette question, qui est le propriétaire de l'information? Est-ce qu'on est responsable A jusqu'à Z? Est-ce qu'il faut corriger, suivre l'information pour être sûr que ce n'est pas déformé, manipulé après? Peut-être on peut poser une question à Clément Lazarus. C'est les conséquences concrètes, parce que vous, dans votre domaine, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Est-ce que vous avez des exemples vraiment fake news avec une conséquence vraiment sur le terrain, sur la santé publique, par exemple? Oui, bien sûr, et merci pour la question, et puis merci aussi de nous recevoir, et bravo pour cet événement, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Avant de répondre à cette question, juste une insiste sur ce qui était dit sur la communication scientifique. On avait travaillé avec une équipe de recherche dans laquelle j'étais il y a beaucoup trop d'années pour que je le dise. Sur le sujet, on avait montré que sur une série de 125 articles, 84% avaient des stratégies de rédaction scientifique qui faisaient en sorte que les résultats étaient présentés de manière plus positive qu'ils ne l'étaient réellement. C'est ce qu'on appelle des spins. Et on sait bien pourquoi, c'est parce qu'il y a une pression à la publication, il y a une pression des éditeurs scientifiques. Et ce qu'on avait montré dans un deuxième article, c'est que ces stratégies de rédaction, elles étaient reprises telles quelles dans les dépêches qui découlaient de ces articles-là, et que dans 88% des cas, soit ces présentations erronées étaient reprises, voire amplifiées, mais jamais diminuées. Donc on voit bien qu'on a un vrai sujet sur la rédaction scientifique et sur l'exactitude des choses. Pour en venir à votre question sur les conséquences des fake news. Des fake news, il y a plein d'intentions derrière. Ça peut être pour vous vendre quelque chose, ça peut être pour des idées militantes ou politiques, ça peut être aussi des tentatives de déstabilisation géopolitique, surtout dans le monde dans lequel on vit, ça peut être aussi parfois de bonne foi.
il y a plein de raisons pour lesquelles des gens produisent des fake news et les mettent. Elles ont en commun toutes que la conséquence qu'elles ont, c'est qu'elles visent à modifier nos comportements individuels de santé. Et comme tout le monde était exposé, les fake news, c'est une minorité dans l'espace informationnel. Je vois passer des études qui disent 0,1, 0,2% de l'espace informationnel. 47% des Français sont exposés ou se disent exposés aux fake news. Donc, ce n'est pas seulement un problème de santé individuelle, c'est un problème de santé publique à l'évidence, et donc il faut le traiter comme tel. Sur les conséquences, d'abord, on le sait, ça crée de la confusion. C'est-à-dire que dans l'espace informationnel, il y a du vrai, et puis il y a ces fake news, et c'est pas toujours simple de les détecter. Parfois elles sont grotesques, parfois elles sont beaucoup plus fines et pernicieuses que ça, et donc ça crée de la confusion. C'est ce que l'OMS appelle l'infodémie. Ça va de pair avec ce qu'on appelle l'infobésité, cette masse informationnelle qu'il faut traiter, et donc ça produit une perte de confiance et une difficulté à discerner le vrai du faux. La deuxième chose, c'est qu'on sait maintenant, et on l'a bien montré, ça réduit l'adhésion aux mesures de prévention et de santé publique. On l'a vécu très fortement pendant la pandémie de Covid-19. On a un exemple encore plus récent avec l'épidémie d'Ebola qui vient de se déclarer malheureusement en Afrique centrale et notamment en République démocratique du Congo. Et tous ceux qui sont sur place aujourd'hui le disent. La diffusion à vitesse grand V par les réseaux sociaux qui sont extrêmement utilisés, extrêmement présents dans ces populations en RDC, entrave la mise en œuvre de la réponse avec la diffusion de fausses informations, et ça va être un facteur péjoratif sur le règlement de cette épidémie. C'est vrai aussi pour la vaccination, et on a un certain nombre d'évidences scientifiques qui montrent que l'exposition répétée à des fake news sur la vaccination augmente les hésitations vaccinales, diminue l'adhésion à la vaccination, et c'est vrai, on le connaît bien, chère Elisabeth, sur les campagnes de prévention sur le papillomavirus, c'est un vrai sujet, et évidemment, il faut le prendre en compte. Autre conséquence qu'on pourrait citer, vous l'avez déjà évoqué, c'est le recours à des traitements inefficaces ou des traitements miracles, avec, là j'y vois deux conséquences qui sont toutes deux terribles, c'est une perte de chance pour les patients, des patients qui vont renoncer à des thérapies conventionnelles pour des traitements qui leur offrent un faux espoir, et donc ça va augmenter la mortalité dans ces populations-là, et ça a été assez bien démontré. Et puis la création de faux espoirs pour le patient, mais aussi pour les aidants et pour les proches. Et avec, on voit des situations où l'approche de la fin de vie et le deuil ensuite devient pathologique et ne peut pas être fait correctement parce qu'il y a eu ces fake news, cette fausse croyance, cette utilisation de thérapies non conventionnelles. Et puis, au-delà, il y a un effet systémique, évidemment, sur l'érosion de la confiance globale dans le système, avec des coûts sur le système de santé, parce qu'il faut du temps, des ressources pour corriger les rumeurs, pour corriger, rassurer, expliquer. Et puis, je terminerai en disant qu'il y a un effet encore plus dramatique et sur lequel il faut qu'on mette toute notre attention et toute notre énergie, c'est que ça renforce les inégalités sociales de santé. On sait que les populations les plus précaires sont les plus exposées et sont les premières victimes de ces fake news. Alors, le challenge, peut-être pour vous aussi, on parle de la liberté d'expression. Comment on peut éviter les dérives vers le fake news en respectant notre droit d'expression, parce que c'est vrai ça dans un pays démocratique. Oui, et puis alors, évidemment, dès que l'État s'en mêle, il y a une suspicion de censure généralisée et on est préjugé coupable avant même d'avoir commencé à travailler sur le sujet. Il va falloir que tout le monde s'y mette, c'est pas que l'État, c'est tout le monde. Ne serait-ce que parce qu'il y a cette fameuse loi de Brandolini, on sait, c'est que l'énergie utilisée pour démentir une fake news et la corriger est infiniment supérieure à l'énergie qu'il faut pour la produire. Et donc avec la viralité des réseaux sociaux, on ne peut pas y arriver tout seul, et donc il faut que les scientifiques, les journalistes, les responsables publics, le public, vous, dans la salle, vous vous y mettiez avec des gestes de salubrité publique, de ne pas relayer, y compris pour s'indigner, de ne pas faire caisse de résonance. C'est très important, et je crois qu'il faut qu'on ait une vraie éducation collective là-dessus.
Au ministère de la Santé, notre objectif, c'est de garantir à toutes et tous une information en santé qui soit fiable, qui soit accessible et compréhensible, et dans une approche qui va défendre à la fois la rigueur scientifique, tout en préservant le débat public. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, notamment sur les mesures qui sont mises en œuvre par l'État. On a le droit de ne pas être d'accord et de les débattre. Et c'est même sain et c'est même heureux. Il y a une stratégie nationale qui a été publiée là très récemment, en janvier 2026, et l'idée c'est de ne plus rester sur le tandem correction de la fake news, signalement en ligne, mais d'aller plus loin, de prévenir ça avec le développement de l'éducation critique à la santé et aux médias. On travaille avec les centres pour l'éducation aux médias et à l'information, le CLEMI, et avec l'éducation nationale pour développer des outils qui sont ensuite mis à disposition. On sait aussi, grâce au travail des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, qu'on peut agir avant même l'exposition aux fake news avec ce qu'on appelle un travail d'immunisation, alors nous médecins ça nous parle, ou de pré-bunking, en référence au debunking, c'est d'agir avant en exposant les publics à des fake news pour leur apprendre et comprendre quelles sont les dynamiques et repérer plus facilement ensuite, lorsque des fake news passent devant elles, quelles en sont et quels sont les gestes qu'il faut mettre en place. Et puis, on a besoin aussi d'outils robustes d'infovigilance avec cette infodémie, cette infobésité, pour détecter, analyser ces fake news et ensuite pouvoir y répondre de manière précise et scientifique. Et c'est aussi de l'importance, peut-être ça semble simple, mais la différence entre un fait et un avis, vraiment d'être clair sur cette question, il y a vraiment une différence. Merci beaucoup. Raymond Lemoigne, vous êtes avec des hospices civils de Lyon. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Est-ce que vous avez constaté des effets de la désinformation, mésinformation, peut-être pas intentionnelle? Donc, bonsoir à tout le monde. Beaucoup ont été déjà dites et je vais essayer de reformuler et de témoigner, y compris du point de vue d'une institution qui normalement est une belle institution, un centre hospitalier universitaire qui doit être le temple de l'autorité scientifique portée par les médecins et ceux qui incarnent la mise en place d'une médecine fondée sur des preuves. Premier rappel, la désinformation en santé n'est pas marginale, n'est pas une question abstraite, se traduit par des réalités très concrètes, y compris dans un très grand CHU. Ces réalités, ce sont des retards de diagnostic, ce sont des refus de soins, des interruptions de traitement, c'est une défiance vis-à-vis des professionnels, ce sont des tensions dans les relations entre les soignants et les soignés et leurs familles, Clément l'a rappelé. C'est l'exposition des médecins à des situations de harcèlement, des experts scientifiques, des chercheurs à des situations de harcèlement. Et ce qui est rarement rappelé, c'est que ça nous consomme du temps. Et le temps, la relation à la santé c'est un élément de cohésion dans une société. La santé, c'est un élément d'émancipation dans une société. La santé, c'est l'un des plus grands vecteurs de la lutte contre les inégalités sociales. Prendre du temps, c'est évidemment consommer de la ressource. La ressource est rare. Et le temps mobilisé par la désinformation en santé, les nouvelles pratiques professionnelles qu'il nous faut inventer pour contrer, atténuer, corriger, consomment du temps. Et consommer du temps, c'est évidemment prélever une ressource qui aurait dû être affectée à des stratégies de prévention adaptées, personnalisées, à des situations, à des explications, à de l'accompagnement, à créer de la confiance pour de l'adhésion. Ce point important doit être rappelé, c'est-à-dire que les conséquences sont terribles, elles prennent du temps et elles portent atteinte au contrat social que la société souhaite passer avec la santé ou que la santé doit concourir à conforter au sein d'une société. Et l'autre information qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on peut considérer, on a le droit au débat, on a le droit à la discussion, on a même le droit à une discussion vive. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller trop loin et systématiquement considérer que la fragilisation des autorités traditionnelles ou des autorités classiques est un phénomène qui doit être entretenu.
lorsque la science, l'État, l'université, la médecine, les ministères, les journalistes sont systématiquement contestés, tout cela se traduit inévitablement par une perte de confiance, du temps consommé et donc des conditions qui ne nous permettent pas d'accéder à ce qu'il y a de plus procès, c'est-à-dire ce que la santé peut permettre pour concourir à une émancipation individuelle et collective de chacun d'entre nous. C'est ça que je souhaitais rappeler. Si vous m'autorisez, je souhaiterais également préciser un autre élément, c'est que je ne plaide pas pour revenir à une posture de surplomb. Dit autrement, le médecin est inattaquable, le scientifique est inattaquable, le CHU est évidemment le plus magistral dans sa réponse à un besoin de santé. Et cette réinvention d'un dialogue ou cette réinvention d'une pédagogie adaptée aux temps qui sont ceux d'une société informationnelle, d'une société confrontée à des fake news, va nous prendre énormément de temps, alors qu'il nous faut relever des défis technologiques, des enjeux médicaux colossaux, et imaginer ce que peut être aussi notre médecine beaucoup plus préventive, qui devrait intervenir beaucoup plus précocement. Voilà les éléments qui permettent de rappeler que nous ne sommes pas face à un phénomène marginal, mais qui est largement péjoratif au sens promesse de notre société. Et ça change votre façon de travailler au niveau de la communication, Raymond? Est-ce que vraiment il faut faire quelque chose différemment? Ça change parce que, par exemple, je suis devenu un spécialiste de l'accompagnement des personnes qui sont attaquées. C'est-à-dire que, certes, je suis un chef d'établissement, j'ai 24 000 salariés, mais j'ai développé un savoir-faire, des outils, des stratégies d'accompagnement. C'est-à-dire qu'un très grand nombre de professionnels de l'hôpital sont attaqués sur les réseaux sociaux. Un certain nombre de professionnels de l'hôpital sont exposés à de la violence, quelle qu'elle soit. Elle peut être symbolique, elle peut être physique, elle peut être sociale, elle peut être répétée. Et donc, premier écueil, l'hôpital, le CHU, développe des nouvelles approches qui conduisent à protéger ses professionnels, protéger ses collaborateurs, et protéger ses collaborateurs lorsqu'ils sont confrontés à des situations de désinformation ou du harcèlement nécessite un effort, y compris des savoir-faire, y compris des ressources qui y sont entièrement dédiées. Le deuxième point, c'est que la parole du CHU, même si j'ai plaidé pour dire que le CHU ne pouvait pas être l'autorité ancienne, incontestée, ça signifie qu'il faut réapprendre à parler. Elisabeth l'a rappelé, il faut apprendre à communiquer différemment, y compris pour le CHU. Il faut incarner une voix crédible qui est capable de s'exprimer dans un contexte qui est évidemment celui que nous avons rappelé. Troisième point, on est dans un CHU. Il faut former les professionnels, les étudiants, mais y compris les usagers, y compris les aidants. C'est-à-dire que l'obligation de formation, la nécessité de formation n'est pas uniquement celle de la formation initiale, c'est la capacité à redonner du crédit dans un processus d'apprentissage. L'apprentissage à coup sûr des étudiants, mais aussi des professionnels, mais aussi des patients de leur entourage. Et quatrième information, c'est que le CHU y participe avec son université de rattachement à la protection de la parole scientifique. Ça veut dire qu'il faut également considérer que tous les arguments ne peuvent pas être mis sur un même plan. Tous les arguments doivent pouvoir s'inscrire dans le respect d'une parole scientifique qui, certes, respectueuse de la liberté académique, mais qui oblige, y compris les représentants du secteur hospitalo-universitaire. OK, merci beaucoup. Alain Young, on va mettre la lumière sur votre métier parce qu'on a dit, j'ai dit au début, lobbyiste. Alors, on utilise l'information pour un but spécifique souvent, hein, et j'ai dit au début, la gestion des risques en entreprise, pas que en entreprise, organisation aussi. Alain Young, la lumière sur votre métier, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites et comment vous êtes concerné par cette question de fake news? Alors, moi, je suis lobbyiste, effectivement, je peux le dire. Beaucoup de personnes utilisent le terme de consultant en affaires publiques, etc. Mais je peux dire que je suis effectivement lobbyiste. Qu'est-ce qu'un lobbyiste? C'est quelqu'un qui est un passeur, en fait, entre les intérêts privés, évidemment, ceux des entreprises ou ceux des fédérations, et ceux qui vont prendre les décisions réglementaires, politiques, législatives, et qui vont réglementer une activité ou tout un secteur d'activité.
Et effectivement, le dialogue, il est nécessaire entre, on va dire, l'industrie, pour schématiser, d'un côté, et de l'autre, l'univers institutionnel. Ici, il y a quelques éminents représentants de ces univers. Nous, on a l'habitude, effectivement, d'être, d'une certaine manière, les intercesseurs de l'industrie vers ceux qui vont prendre les décisions. Pourquoi est-ce qu'on intervient? On intervient, et c'est, j'allais dire, la préoccupation principale de nos clients, pour sécuriser, pour avoir de la visibilité sur l'évolution d'un environnement réglementaire, législatif, qui est, on le sait très bien, extrêmement évolutif, parfois qui se contredit lui-même. Donc il faut être extrêmement vigilant quand on est une entreprise pour surveiller l'évolution, les discussions qui ont lieu entre les politiques, l'administration, sur un sujet qui peut directement impacter, dans des délais parfois extrêmement courts, l'activité d'une entreprise ou d'un secteur industriel tout entier. Notre enjeu, évidemment, c'est de ne pas contribuer par notre action à diffuser de la fausse information. Alors, évidemment, je ne veux pas paraître comme le saint de cette profession, mais enfin, en tout cas, moi, ça fait 20 ans que j'exerce dans ce métier, que depuis l'origine, on a des règles d'engagement, notamment avec nos clients, qu'on se donne, j'allais dire en priorité, le droit de refuser certains clients, parce qu'on considère que ce n'est pas de notre ressort ou qu'il y a trop de risques. Je pense que le doute doit être consubstantiel à notre activité. Parce qu'à partir du moment où on est simplement la caisse de résonance ou, on va dire, le passeur de plat d'une entreprise ou d'un secteur industriel, enfin, j'ai tendance à penser qu'on ne fait pas très long feu sur cet univers du lobbying, où on doit quand même mesurer la portée de ce que l'on doit transmettre et des questions qui sont mises sur la table. Alors, on n'intervient pas spécifiquement dans l'univers de la santé, on y est d'ailleurs assez peu présent, nous, en tant qu'entreprise, Forward Global, tout simplement parce que ça demande des compétences scientifiques, parce qu'il faut pouvoir analyser ce que votre client va vous présenter comme étant parfois une invention ou un élément extraordinaire pour le progrès de l'humanité. Bien, nous, on est plutôt des juristes, des spécialistes de l'action politique et de la manière dont on s'insère dans un process réglementaire ou législatif. Donc il faut être extrêmement prudent. Toute information, et c'est un petit peu ce que fait également l'AFP, doit être à la fois sourcée. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir les bases sur lesquelles notre client va expliquer pourquoi il adopte cette position et surtout recouper. Et donc, on fait exactement le même travail, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller à la source j'allais dire, de la vérité scientifique ou de ce qu'on estime être la vérité scientifique. Donc, vous avez votre propre service de fact-checking. Absolument. En fait, nous, en tout cas, on travaille comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on évite certains secteurs, parce qu'on pense qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir cette action qui est déterminante pour la qualité de notre parole. Parce que quand demain, je vais aller voir monsieur qui est à la Direction Générale de la Santé, s'il sait que je suis là uniquement pour servir la soupe, excusez-moi de l'expression, d'une entreprise sans avoir pris la peine de vérifier, d'être, j'allais dire, critique par rapport à la démarche qui est entreprise, en fait, on ne sert à rien et généralement, on disparaît assez rapidement. OK, on va avoir des questions du public. Donc, n'hésitez pas avec votre app. Peut-être on peut montrer le QR code. Donc, si vous avez des questions après ces réponses, n'hésitez pas. Vous pouvez poser une question à quelqu'un particulier, ou sinon ça peut être en général. Après, on va voir qui est apte pour répondre. En attendant des questions, peut-être vous, dans le public, on veut savoir qu'est-ce que je peux faire moi individuellement. Peut-être on est là ça aussi pour des astuces, des conseils,
Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, individuellement? Peut-être on peut commencer avec Julie sur cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vos conseils. Moi, par exemple, je ne vois jamais un dentiste sans dents. Donc, ça veut dire que l'information, c'est avec quelqu'un crédible. Je ne regarde pas l'information sur les réseaux sociaux, par exemple. Jamais. Julie. Alors, vaste question. Alors, dire je ne regarde pas l'information sur les réseaux sociaux, attention. L'AFP est présente sur les réseaux sociaux. Quand on parle souvent de je m'informe sur les réseaux sociaux comme quelque chose d'un peu mal, attention de quoi on parle. On sait de quoi on parle en fait. Peut-être le news, mais l'information. En fait, on en revient à la notion de source, qui est évidente pour un certain nombre de gens, à commencer par les journalistes, mais qui ne l'est pas toujours pour le grand public. Donc, première chose, premier réflexe, regardez d'où parle la personne, quelle est la source en fait. Une fois qu'on a dit ça, on a déjà fait un premier déblayage. Si on a un certain nombre de points de repère, en tout cas, ce qui est important, c'est, même si on n'est pas sûr de la source, au moins de chercher un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une institution scientifique? Est-ce qu'il s'agit d'une presse dont au moins on sait qu'elle est reconnue pour son sérieux et sa fiabilité, que c'est du journalisme de qualité? Ce genre de choses dont j'ai bien conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire. On est bien d'accord là-dessus. La deuxième chose, on en a parlé aussi tout à l'heure, l'émotion, la désinformation, quel que soit le domaine, et on l'a dit particulièrement en santé, se méfier de ses émotions, se méfier de ses propres biais, de ce qu'on a envie de croire qu'on a trouvé un remède miracle pour telle ou telle pathologie, évidemment. On a tous envie d'y croire, on se méfie. Premier réflexe, je prends un moment avant de partager, avant de réfléchir. Après, idéalement, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant puisque mes pas de journaliste à l'AFP m'ont amené jusqu'à faire donc de l'information, vulgarisation scientifique au moment du Covid. C'est s'intéresser, si ça vous intéresse, si vous êtes là, j'imagine que ça vous intéresse. La première chose par rapport à l'information scientifique, c'est comprendre, on l'a dit aussi tout à l'heure, ça a été évoqué, comprendre comment fonctionne la science. Que c'est pas parce que quelque chose va être démenti, discuté selon certaines règles précises à l'avenir. C'est ce que je reviens beaucoup là-dessus parce que ça nous a été beaucoup opposé par un certain nombre de personnes qui véhiculent de la désinformation. C'est oui, mais vous dites ça maintenant, mais demain ce sera faux, donc en gros j'ai le droit de dire n'importe quoi. À partir du moment où on a, et ça il y a un certain nombre d'institutions, notamment les pages de l'OMS, sont extrêmement bien faites pour expliquer comment ça fonctionne. Il y a des ressources, faut s'y intéresser, faut prendre un petit peu de temps, mais il n'est pas insurmontable de voir un petit peu les bases de comment fonctionne la science. Qu'effectivement une étude n'en vaut pas une autre, qu'une méthode scientifique existe, que l'on peut produire de la science plus ou moins robuste. Encore une fois, je ne m'arrête pas par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est tout ça. Mais encore une fois, je vais vraiment aller à la base, et ça c'est vrai pour toute la désinformation, pour tout ce qu'on voit, c'est ne pas se laisser emporter par l'émotion. Ça a été dit, ne pas partager ne serait-ce que pour s'indigner, éviter d'amplifier soi-même la caisse de résonance. Et se rendre compte que voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'opinion, ça a été dit aussi, des choses qui sont de l'ordre du fait, que ce n'est pas la même chose. À l'AFP, je le précise au cas où c'est pas clair, ce qui est vérifié dans le fact-check, c'est des faits, la vérité scientifique ou des faits scientifiques, les connaissances scientifiques à l'instant T, évidemment pas des opinions, des croyances, sauf qu'il peut y avoir aussi des croyances qu'on considère qu'être anti-vax, pour employer un terme concret, c'est quoi? C'est une opinion ou c'est une croyance? On a le droit. Sauf que ça peut être, si c'est basé sur des faits inexacts, c'est là que nous on vient intervenir. Voilà, donc c'est toutes ces nuances-là qu'il faut peut-être affiner, s'intéresser davantage et en tout cas prendre un petit peu de temps et ralentir le tempo dans lequel on est tous par rapport à l'infobésité qui a été mentionnée tout à l'heure. En parlant de prendre le temps, je sais que Julie, elle a un train, donc en fait elle n'a pas le temps, donc il faut partir peut-être Julie. On va passer, merci beaucoup. On va passer, oui, on peut applaudir pour Julie. Merci beaucoup. La rapidité, voilà, il y a du fact-checking à faire en direct. Merci beaucoup. On a des questions. Et ce qui est intéressant pour moi au début, là, est-ce que l'IA peut aider à réduire les intox? C'est vrai qu'on critique souvent l'IA
pour la fausse information, mais on dit qu'aujourd'hui, on peut utiliser peut-être l'IA pour identifier, peut-être corriger la fausse information. Qui veut répondre à ça? Alain, oui. Alors, nous, de notre côté, on est une entreprise de consulting. On est évidemment très soumis aujourd'hui à la pratique qui est de consulter systématiquement l'IA pour répondre à une question, répondre à un problème. Or, nous, qui sommes les plus anciens, dans le grade le plus élevé dans l'entreprise, on a plutôt tendance à freiner et à recommander, en tout cas à nos consultants, d'abord d'apprendre à réfléchir et de savoir manipuler les concepts, les intégrer dans un contexte. Et quand on pense que l'IA peut aider à débusquer les fake news, je ne suis pas certain, parce que y a un acronyme qui dit GIGO. Alors c'est Garbage In, Garbage Out. Ça veut dire que la manière dont vous avez nourri votre IA, et l'IA qui évidemment va recracher ce que vous lui avez donné, ça ne me paraît pas être le meilleur gage de sécurité, en tout cas pour le traitement de la vérification, le fact-checking. Voilà. OK, d'autres remarques? Oui, Julien. Merci. Première chose à dire, c'est d'abord qu'est-ce qu'on entend par IA. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va définir. Est-ce qu'on parle simplement de LLM, c'est-à-dire ChatGPT, des choses comme ça, etc. De ce point de vue-là, effectivement, on peut se poser des questions assez sérieuses sur la qualité des informations qui sont fournies. Il y a à peu près, au mois d'octobre dernier, EBU, qui est la Fédération des médias publics européens, a publié une grande enquête où elle a comparé la fiabilité des LLM, la manière dont ils sourcent, la manière dont ils attribuent des citations, la manière dont ils citent, la manière dont ils rapportent des propos, la manière dont ils référencent l'information, la manière dont on contextualise l'information. Donc sur 6 critères, on se rend compte que les IA génératives type LLM sont extrêmement mauvaises. 83% du marché, c'est OpenAI, c'est ChatGPT. 13% c'est Perplexity, ça veut dire que toutes les autres, c'est quasiment rien. La plus mauvaise de toutes, dans toutes ces catégories, c'est Gemini, celle qu'on a directement avec Google, qui se trompe dans 80% des cas, si on considère l'un des 7 critères qu'on vient d'annoncer. Donc la preuve que la recherche d'informations ou alors la synthèse d'articles via les LLM, c'est quelque chose d'extrêmement problématique. On a vraiment intérêt à s'interroger nous-mêmes sur nos pratiques professionnelles quand on recourt à ce type d'éléments. Et pour compléter ce qui a été dit, effectivement, ce qui est très important, c'est les données d'entraînement. Ne pas avoir de biais trop grands sur les données d'entraînement. Je prends juste cet exemple qui est assez connu, et spécialistes de cancérologie le savent. Les premiers LLM qui étaient entraînés pour faire des diagnostics de cancer étaient entraînés entièrement avec des bases de données issues de patients américains blancs, donc des gens qui avaient de l'argent, etc. Et on s'est rendu compte de façon assez peut-être peu contre-intuitive que le taux de diagnostic, le taux de prédiction, le taux d'efficience, entre guillemets, était beaucoup moindre sur des patients, par exemple, femmes afro-américaines ou femmes hispaniques, parce qu'il y avait un biais général dans les données d'entraînement. Donc, IA, c'est un grand mot, il faut faire attention à ce qu'on dit. On a aussi une réglementation sur l'IA qui arrive et qui est importante. On a un IA Act qui vient aussi essayer de mettre des garde-fous, notamment sur le filigrane des filigranes, le mot ne revenait pas, comment on étiquette, comment est-ce qu'on identifie, comment dans les métadonnées on explique que ce contenu était produit par intelligence artificielle. Donc il y a plusieurs choses, mais il faut effectivement s'en méfier, mais en même temps sans tomber dans une sorte de psychose anti-IA, dans le sens où ça peut être aussi un outil d'aide à la décision. Pas un outil de décision en soi, parce qu'il faut toujours une revue humaine derrière, mais un outil d'aide à la décision qui peut être utilisé dans tout un tas de domaines, mettant en jeu en parallèle évidemment des considérations éthiques, en particulier je pense dans le domaine de la justice ou des choses comme ça. OK, il y a une question aussi intéressante. Est-ce que la peur des fake news peut freiner l'innovation? Pour quelqu'un dans le monde scientifique, peut-être Clément, peut-être Elisabeth, est-ce que ça va nous empêcher de travailler comme scientifiques? Est-ce qu'on va trop simplifier? Est-ce qu'on va être trop rapide sur le terrain, par exemple? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une peur directement des fake news, mais Raymond le disait tout à l'heure, le fait que les scientifiques, les médecins soient
la cible d'attaques régulières par des producteurs de fake news avec des comportements réellement de harcèlement avec une mise en danger morale ou physique, évidemment, sur certaines thématiques sensibles, ça peut amener à des comportements d'évitement et ce serait évidemment tout à fait dommageable pour le progrès de la science et pour le progrès de la médecine. Je voudrais être, pour répondre un petit peu à la question d'avant, un tout petit peu rassurant aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il y avait une étude de Viginum, qui est l'agence spécialisée de l'État dans le repérage de ces fake news, qui était assez intéressante puisqu'elle montrait deux choses. Elle montrait, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qu'on surestime la prévalence de ces fake news en ligne. Finalement, c'est 0, ils disent dans leur rapport 0,16%, je crois, de mémoire. Donc c'est très très peu dans les espaces informationnels. On a l'impression que c'est partout. Par contre, on y est très exposé et tous exposés, très majoritairement. Mais par contre, ce que montre aussi bien cette étude, c'est que on sous-estime la capacité d'analyse critique des gens. Vous êtes parfaitement capable, en grande partie, d'avoir un esprit critique sur ce que vous voyez. D'ailleurs, vous en avez sans doute la conviction personnelle. Quand vous voyez des fake news, pour une part, au moins, vous avez un regard critique dessus et vous vous rendez compte que c'est le cas. Donc, je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, toujours douter, mais aussi, pour une part, se faire confiance. Et quand il y a quelque chose qui vous paraît un peu bizarre, un peu, voilà, qui vous paraît pas fonctionner par rapport à la marche normale de la science ou les informations que vous avez par ailleurs, vous interroger, prendre le temps ensuite de vérifier pour ne pas croire tout ce que vous voulez. Mais globalement, se faire confiance, c'est déjà un assez bon conseil, je crois. OK. Oui, Julia, après une astuce aussi peut-être d'Alain ou Raymond. Juste d'un mot pour ne pas monopoliser la parole, mais pour aller dans le sens un peu des entre guillemets bonnes nouvelles, ou en tout cas ne pas céder à une sorte de panique morale ou en tout cas de crainte exagérée. Quand on demande aux Français notamment et en tout cas aux citoyens à qui ils font confiance quand on cherche de l'information scientifique, les scientifiques arrivent largement en première position devant les médecins, devant ensuite d'autres types d'autorités, et les journalistes, les chercheurs, les universitaires comme moi en sociologie, on arrive à la fin, mais c'est un peu normal parce que c'est pas notre discipline. Donc jusque-là, c'est presque rassurant. De la même manière, la valeur science reste une valeur très forte à laquelle sont attachées les populations. Il ne faut pas non plus oublier ça. Et je cite là une étude qu'on avait faite justement sur les discours sur la vaccination, donc pro, anti et neutre. Anti avec plein de guillemets, puisque c'est plus hésitant ou défiant, enfin, il y a plein de qualifications à dire. Mais ceux qui étaient vraiment porteurs de fake news, donc entre janvier 2020 et juin 2021, donc on avait rencontré les algos, justement de l'intelligence artificielle pour discriminer, donc voilà. Et à la fin, on avait 1% de nos tweets qui étaient franchement désinformationnels contre le produit vaccinal. Sauf que, enseignement plus intéressant encore, ce que visait cette désinformation, c'était pas le vaccin en tant que produit médical, ça arrivait qu'en troisième position. En première position, c'était les institutions qui étaient prescriptrices de la vaccination. L'OMS, le ministère de la Santé, le gouvernement, le président de la République. Pas le vaccin en lui-même, c'est pas lui qui était visé. Deuxièmement, c'était la science, mais la science non pas en tant que valeur, mais en tant que science prétendument corrompue par des intérêts financiers, par des intérêts de lobby. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que finalement, c'est pas tant le vaccin lui-même, donc le produit vaccinal, que des autorités prescriptives de prescription qui sont largement en prise dans des phénomènes de défiance qui vont largement au-delà de la pure question médicale et dont on pourrait élargir la compréhension, voire en comprendre une partie du point de vue sociopolitique, de l'analyse sociologique en tout cas. Et enfin, peut-être dernière bonne nouvelle, il y a aussi souvent une sorte de relation contre-intuitive entre la perception des vaccins et l'acte de vaccination. Et ça, c'est relativement étayé et c'est quand même relativement important de souligner. C'est que si, certes, évidemment, les enquêtes d'opinion, les Français ont une opinion relativement médiocre des vaccins parce qu'ils les considèrent dangereux ou inefficaces, les taux de couverture vaccinale, notamment chez les enfants, restent extrêmement élevés. Et là-dessus, juste un dernier mot parce que c'est important, on a un élément central et déterminant dans la pratique ou la décision de se faire vacciner, c'est la relation de confiance avec le médecin traitant. Ça, c'est hyper important de le dire, c'est fondamental et déterminant. La proximité crée la confiance. Et ça, on le voit dans tout un tas d'autres types de phénomènes, dans la relation à la presse, dans la relation aux médias, dans la relation aux politiques, etc. Cette confiance, cette proximité de confiance font que si mon médecin, je dis bien celui qui me suit depuis 20 ans, celui qui suivait mes parents, celui qui suit ma grand-mère, etc., je le connais, je la connais. C'est la pédiatre de mes enfants, elle ne va pas me mentir, elle, je sais que c'est pas l'OMS, que c'est pas le ministère de la Santé, que c'est pas l'ARS, etc. Donc ça, c'est très très important, il faut vraiment insister là-dessus.
OK, Raymond, votre point de vue, alors il y a beaucoup de questions, toujours, hein, malgré notre discussion, comment on peut reconnaître les fake news, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut lutter contre la mésinformation, désinformation. Raymond, votre point de vue après tous ces points. Juste pour dire, parce que pour prolonger le propos de Julien, toute politique doit reposer sur la confiance. Une politique publique doit reposer sur la confiance. Donc, dès lors que la confiance est percutée, affectée, fragilisée, vous avez un processus évidemment d'amoindrissement de la qualité de la politique. Elle peut être portée localement, elle peut être portée dans la relation directe, elle peut être portée... On a le droit aussi que de temps en temps, et je peux le dire pour différentes raisons, on peut porter une politique publique au plus haut niveau de l'État si évidemment on s'est donné les moyens de créer de la confiance. Je reviens, puisque je suis ici pour témoigner à l'intérieur du CHU, les deux catégories d'utilisation au sein du CHU d'outils de LMM non contrôlés par l'établissement sont les étudiants, première catégorie, et deuxième catégorie, les attachés de recherche clinique. Donc c'est évidemment un petit peu perturbant de considérer que les deux catégories de professions qui utilisent le plus des outils d'intelligence artificielle via des LMM non contrôlés par l'établissement ou non labellisés par l'établissement, ou en tous les cas non inscrits dans un système de garantie apporté par l'établissement, dans les mesures où on le peut, sont des catégories qui sont à l'origine de la capacité à distribuer de l'information, à créer de la confiance ou de la défiance, ou à relayer des mauvaises informations. Et pour être optimiste, il faut quand même témoigner ici, c'est que notre corps social réagit, le système réagit. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est que nous sommes en train d'inventer des outils d'intelligence artificielle qui vont requêter des bases de données qui vont être considérées comme propres, qui vont être considérées comme étant alimentées par des données qui ont été sourcées et qui ont été fiables. Dit autrement, la menace, la fragilité conduit à créer des nouveaux mécanismes de défense, des nouveaux mécanismes qui permettent peut-être d'accélérer l'accès à la bonne information, quitte à faire un surtravail pour construire des annuaires, des bases de données validées par des sociétés savantes et qui permettent aux étudiants, aux attachés de recherche clinique, d'interroger de façon beaucoup plus sécure et d'aller à l'information qui va améliorer l'efficacité de notre organisation, y compris la confiance. OK, je ne sais pas si Elisabeth voulait ajouter quelque chose. Non, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Et je retourne au ce que j'ai dit premièrement, simplification sans déformation. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental de comprendre, mais pas simplifier d'une façon qui déforme l'information. La contextualisation et la hiérarchisation de l'information. OK, merci beaucoup. Peut-être un mot de Clément sur ces points. Alors, si on a des questions devant nous, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur comment on peut identifier le fake news. Ça, c'est un challenge pour tout le monde. Hein. Lorsque je fais des recherches type articles scientifiques, comment m'assurer que les sources sont fiables? Malgré tout ce qu'on a dit, on pose toujours la question. C'est une excellente question. Je pense que d'abord, pour s'assurer que les sources sont fiables, c'est aller dans des endroits pour aller rechercher ces articles qui sont fiables. Il y a quand même aujourd'hui des grandes bases de données, qu'elles soient internationales, européennes, françaises, et il y a maintenant des annuaires de ces bases de données, et donc il faut aller chercher aux endroits qui sont, entre guillemets, certifiés, ou en tout cas dont on sait que c'est sérieux. Ensuite, je pense que sur la fiabilité des sources, il y a aussi la question qu'on évoquait tout à l'heure au début de notre échange sur la méthodologie scientifique. Et là, il y a un vrai travail à faire collectivement d'éducation à la lecture des articles scientifiques, à ne pas croire, ce que je disais tout à l'heure, que ce qui est dans le titre de l'article scientifique ou dans le résumé de l'article scientifique est forcément exactement ce que l'article scientifique permet de dire en fonction de la méthodologie qui a été utilisée, et a fortiori quand c'est transféré de l'article en tant que tel
à la recension dans les médias traditionnels, il peut y avoir là aussi une distorsion de ces résultats, et donc il faut être très prudent. Donc je crois qu'il faut être très modeste, parce qu'évidemment c'est difficile, mais que l'éducation scientifique globale, c'est tout le sens du travail qu'on fait avec les CLEMI et avec l'éducation nationale, ça sert à ça aussi. OK, et qui est responsable aussi? Qui est responsable pour lutter contre le fake news? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est qui? C'est tout le monde, Clément? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Puisque lutter contre les fake news, ça nécessite de mobiliser énormément de ressources et beaucoup plus que de produire des fake news. Si on considère que c'est à un acteur isolé de faire le travail, la bataille est perdue d'avance. Et d'ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura toujours des fake news, hein, il y en a depuis l'Antiquité sur les grandes épidémies, je crois que même dans Thucydide on en trouve, donc vraiment c'est pas une bataille qui est destinée à être gagnée, c'est une bataille qui est destinée à être menée. Elle ne peut être menée aujourd'hui, en plus avec l'amplification par les réseaux sociaux, que collectivement. Donc il faut qu'on continue à s'organiser. Et comme le disait Raymond, je crois que le système s'organise, produit ses propres anticorps sur le sujet. On voit des agences de l'État qui se créent, je citais Viginum tout à l'heure, des outils qui se créent, y compris dans la communauté scientifique. Et donc voilà, il faut qu'on continue cet effort, mais c'est un effort qui ne s'arrêtera pas. C'est un effort qui est destiné à se poursuivre sans arrêt. Et c'est vrai que c'est une grande question de communication, parce que c'est vrai qu'on dit que, attention, si je veux que je sente quelque chose, peut-être c'est fake news. Mine de rien, nous on donne la formation de communication, on veut que nos scientifiques ajoutent un petit peu d'émotion, le storytelling maintenant on parle beaucoup de ça aussi. Donc peut-être que c'est une confusion aussi, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça. Peut-être, oui, un mot là-dessus, peut-être oui, comment, et après Alain. Un mot très rapide pour terminer. Et là-dessus, je crois qu'il y a aussi une responsabilité très forte des éditeurs scientifiques. Et j'en parlais un peu tout à l'heure, la pression mise sur les auteurs pour publier, et on sait qu'un article qui n'est pas bien présenté et avec des résultats positifs, alors ça c'est parfaitement montré dans la littérature scientifique, on sait qu'il n'a aucune chance de passer les revues par les pairs et d'être publié. Et donc évidemment ça conduit à des comportements pour les rédacteurs scientifiques, conscients ou inconscients d'ailleurs, c'est même presque pas le problème, mais qui conduisent à travestir un petit peu la réalité. Et donc la source du problème commence déjà là. OK, je veux parler avec Julien sur l'esprit critique, parce que c'est ça aussi, est-ce qu'on a suffisamment de l'esprit critique? Mais juste avant, peut-être Alain, juste pour réagir, si vous voulez rebondir, ajouter quelque chose après ces points? Non, pas. Je pense que le tour de la question a été fait, effectivement. Juste simplement rajouter que nous, on est confrontés aussi, en tant que professionnels, à ces questions de fiabilité de l'information. Et c'est en fait notre propre pertinence et notre propre réputation qu'on met en jeu à chaque fois qu'on relaye des informations, d'où la nécessité d'être effectivement extrêmement prudent et d'être toujours animé par le doute. Le doute, c'est un puissant moteur scientifique. OK. S'il y a d'autres astuces ainsi d'Elisabeth, de Raymond aussi, n'hésitez pas après. L'esprit critique, Julien, on parle souvent de ça. C'est quoi? Comment on peut améliorer ça? Comment on peut avoir un esprit critique? Alors, avant de rentrer là-dessus, je voudrais juste un peu enfoncer le clou sur ce qui vient d'être dit sur la question de la responsabilité éditoriale des plateformes. C'est quelque chose qui est absolument fondamental. Ces plateformes, elles sont basées sur des modèles d'économie de l'attention qui font que chaque minute supplémentaire génère du contenu. On l'a dit tout à l'heure, les contenus de désinformation, de fake news, sont à la fois des contenus à forte charge émotive, polarisante, qui vont mettre en jeu des affects collectifs, individuels, qui vont jouer sur des peurs, des représentations. Tant que les plateformes n'auront pas une véritable responsabilité, quand je dis responsabilité, ça veut dire sanction derrière, à la fois dans les algorithmes de recommandation, dans les algorithmes de monétisation, de placement publicitaire, etc., l'effort collectif, il sera largement undermined. Ça, c'est tout à fait clair. Et est-ce que les plateformes ont envie véritablement de mener cet effort collectif? On pouvait penser qu'en 2020, ça a été un peu mieux, qu'il y avait une sorte de prise de conscience générale après l'invasion russe en Ukraine, la crise Covid, etc.
mais on voit que depuis quelques années, il y a eu des initiatives d'autorégulation qui avaient été prises. Je pense notamment au code de pratique de lutte contre la désinformation renforcé de 2022, mais en 2025, quand ce code est devenu contraignant pour les plateformes, eh bien, le niveau d'engagement, que ce soit de Meta, de Microsoft, de Google, etc., a été largement revu à la baisse. À partir du moment où ça devenait contraignant, que ça pouvait être sanctionnable, c'est très ennuyeux, donc finalement, on fait marche arrière. Le retour de Trump, le rachat de X par Musk, les récents mouvements de Zuckerberg pour des raisons politiques, personnelles, judiciaires, etc., dans la lutte contre la désinformation, l'arrêt du financement de certaines pratiques de fact-checking, le rejet de certaines organisations, notamment de promotion de la science comme Science Feedback, etc. Tout ça pose question. Et à un moment, il va aussi falloir se dire que collectivement, on peut tordre le bras à ces plateformes. Le DSA est censé répondre à cela, mais on voit que pour l'instant, sa mise en œuvre, ça reste relativement poussif pour plein de raisons et aussi pour des concurrences de législation qui seraient un peu compliquées à expliquer ici. Mais il y a aussi des propositions qu'on peut faire alternatives, comme celles qui sont portées par un certain nombre de chercheurs, comme de créer des réseaux sociaux publics au niveau européen. Alors évidemment, indépendants de la Commission européenne, ça ne doit pas devenir la voix de l'Europe, soyons tout à fait clairs, parce que là, ça n'irait pas non plus. Mais vraiment quelque chose qui soit une vraie mission de service public, d'éducation, etc. Et je fais donc le lien avec cette question de l'esprit critique. C'est ça. Et moi, je préfère le terme réflexivité critique, dans le sens où c'est amener les gens, les acteurs sociaux, tout le monde, vous, moi, à réfléchir à ce qu'on fait au moment où on le fait. C'est pas simplement de dire, bon, allez, ayez des bonnes pratiques informationnelles. Étude qu'on a fait pendant 4 ans avec des collègues à l'Université de Tours, comment les Français s'informent et comment ils vérifient l'information. On a des profils de gens qui nous disent, majoritaires, le matin, j'écoute la radio, dans la voiture ou sous la douche. Le midi, bon, j'ai pas trop le temps, mais je suis quand même un peu les notifications d'un tel quotidien de référence, Le Monde, je sais pas moi, Le Figaro, l'Humanité, enfin ce que vous voulez. Le soir, je regarde le journal de 20h d'une des 2 grandes chaînes. Et voilà, et puis j'écoute évidemment un peu France Culture et Arte, c'est très bien. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas à quel niveau. Mais bon, on a des gens qui ont des pratiques d'information qui sont totalement safe dans l'immense majorité des cas. Le problème, c'est pourquoi est-ce que vous mettez en œuvre ces pratiques informationnelles? Ah bah parce qu'on a toujours fait comme ça. Ah parce que nos parents nous ont dit que c'était bien. Ah parce qu'on nous a toujours dit que c'était des médias de référence, c'était les autorités. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune réflexivité sur ces pratiques. Et à l'inverse, le problème, c'est quand on a des individus qui ont des pratiques informationnelles extrêmement, peut-être divergentes, alternatives, pour ne pas les qualifier de façon trop brutale, déviantes au sens où je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire simplement qui s'écartent de la norme, eh bien on voit très bien pourquoi ces acteurs sociaux savent très bien ce qu'ils font. Ils savent exactement pourquoi ils vont ce type de plateforme, pourquoi ils vont aller par exemple sur Réinfo Covid, pourquoi ils allaient sur TV Liberté, pourquoi ils vont sur F de Souche et des trucs bien pires encore que je ne vais même pas nommer ici parce que c'est pas la peine d'en faire de la pub. Donc là, c'est aussi, il faut être prudent avec ça. C'est pas sauter sur sa chaise en esprit critique, comme si c'était une sorte de checklist de compétences à acquérir, etc. C'est pas vraiment tout à fait proactif. C'est vraiment développer cette réflexivité sur les pratiques sociales. On le disait tout à l'heure, comment on fait de la science. L'approche didactique, moi j'y crois beaucoup. Et ça a été peut-être une chose très bien pendant la période Covid, c'est que scientifiques des sciences dures, des sciences humaines et sociales, on a pu expliquer quels étaient nos processus de validation, d'expliquer ce qu'étaient des peer reviews, d'expliquer ce que c'était, le mot n'a pas été utilisé ici, mais on en a beaucoup parlé, la science en train de se faire. Et ça c'est très important, comment elle évolue, comment on a des progrès qui se font. Le mot « comment », c'est un mot qu'on aime bien, nous les sociologues, parce que ça permet de comprendre des processus, et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est très particulier. Comment on valide la science? Comment également on rétracte la science? Comment, et ce qui était parfois présenté comme un truc vrai, une étude, c'était dit tout à l'heure, faite en Inde par je sais pas comment, et arrive dans la presse française, et on apprend après qu'en fait, finalement, c'était un peu pipé, qu'il y avait des intérêts derrière, qu'il y avait des pressions des éditeurs pour sortir des études non consolidées, etc. Donc vraiment, moi, je crois vraiment à cette approche didactique. Réfléchissons à nos pratiques individuelles et collectives en gardant à l'esprit que les savoirs sont eux-mêmes socialement situés. Ils sont pris dans les dynamiques de construction. La vérité ne tombe pas ex nihilo. Il y a des processus qui font qu'à un moment, on va peut-être plus se pencher pour ces types d'approches, parce qu'il y a des configurations sociales plus larges, à d'autres moments pour ce type d'approche, et que la science, c'est pas un processus fini, c'est toujours ongoing. Ça, c'est très important de travailler là-dessus. OK, toujours work in progress. On a demandé au public un mot, une phrase qu'on retient après cette discussion. C'est vrai qu'on peut parler pendant des heures là-dessus, il y a tellement de poids. Quelques astuces de plus, peut-être en regardant aussi notre Word Cloud. Elisabeth, peut-être une astuce, un conseil pour notre public, un key takeaway pour vous et peut-être aussi pour vous aussi, oui.
peut-être toujours se demander quand on a accès à n'importe quelle information, d'où vient cette information, quelle est la source. Et jamais aller plus avant, de lire quelque chose ou croire quelque chose si on ne comprend pas d'où ça vient et ça, si on peut faire confiance ou non. De vraiment vérifier les gens derrière l'information aussi, de vérifier qui est propriétaire d'un site web ou un compte réseaux sociaux, par exemple. Ah, Raymond, oui. Je vais m'autoriser à partager une métaphore qui, évidemment, ne peut pas avoir la prétention scientifique, mais qui est celle d'un petit manager. Manager, certes, d'une immense maison, mais moi, quand je dois rendre des comptes, je dois décider. Ce n'est pas ma décision qui est importante, c'est comment je l'ai construite. Et donc, je dois expliquer comment j'ai construit cette décision, les arguments que j'ai utilisés, la façon dont ces arguments, je les restitue dans un moment, dans un contexte, dans des situations sociales, comment j'ai accepté que cette décision puisse, à un moment donné, être précédée par de la discussion, et puis à un moment donné, la décision intervient. Et je considère qu'en faisant ainsi, je crée de la confiance. La métaphore que je vais utiliser devant vous est de considérer que si je fais cet effort-là, l'autorité publique peut également la faire. Lorsqu'elle construit sa décision, elle construit sa délibération, elle précède sa délibération d'un processus d'argumentation, et en faisant ça, le responsable d'établissement, l'autorité politique, l'autorité institutionnelle, crée un processus de confiance dans un esprit critique qui autorise et qui donne confiance dans les arguments qui sont mobilisés par les uns et par les autres. Et j'ai la prétention de considérer que c'est l'exemplarité de la décision, l'exemplarité y compris de la décision prise dans la sphère de la santé, qui va permettre de recréer de la confiance et de sortir de mécanismes défensifs. OK, merci beaucoup Raymond. Pour moi, l'astuce pour moi, c'est check, check and double check, on dit ça en anglais. Vérifie, vérifie et revérifier. Troisième fois, c'est aussi prends encore 5 minutes avant de partager l'information, respirer, on prend un thé, un café, je regarde à nouveau, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça semble complètement dingue? Est-ce qu'il faut sentir quelque chose, une forte émotion? Et c'est ça, je pense que c'est ça. Et c'est vraiment regarder ce qu'on regarde. Par moi, par exemple, pour les réseaux sociaux, je clique sur le lien et je regarde le site officiel. Ce n'est pas forcément les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir chaleureusement pour notre panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est la fin de notre conférence, chère Elisabeth. Donc, merci beaucoup aussi à vous aussi, le grand public. Et c'est bien que vous étiez là pour clôturer cette conférence internationale scientifique avec le CERC. Et merci encore nos panélistes. Merci et bonne soirée.